Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ce lundi matin pour les actus de la semaine. Peut-être juste avant de démarrer, on fait un petit rappel sur la vidéo qu'on a sortie. Sur les vidéos qu'on a sorties. J'avoue. via le lien en bio, n'hésitez pas si ça vous intéresse, si vous voulez commencer l'investissement immobilier, c'est peut-être en réflexion sur le sujet actuel, si vous avez des problématiques devant votre objectif de vouloir acquérir votre premier bien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio et sans doute que vous trouverez pas mal de réponses à vos questions. On va pas vous saouler à chaque épisode avec nos placements de produits, mais bon, au moins on vous parle pas des matelas Emma, d'un code Revolut ou de vendez votre voiture.fr. Là, c'est simplement nous, ce qu'on fait. Donc voilà, on vous en parle pas plus. On en a déjà parlé dans les 2 derniers épisodes. Et vas-y, Marie, tu peux attaquer avec les actus. Alors, les actus. Cette semaine, on essaye d'avoir une réponse pour notre problème de façade. Alors, ceux qui nous suivent depuis 2023, ils doivent se dire, mais putain, ils y sont toujours avec ça. N'est toujours pas fini. Donc, pour remettre dans le contexte, c'est un local commercial qu'on a en centre-ville. Mais c'est un centre-ville lié dans le coin secteur sauvegardé. Donc, on est soumis aux normes de l'urbanisme de la mairie de la ville dans laquelle le local est et surtout de l'ABF, donc l'architecte des bâtiments de France. Il faut savoir que depuis juillet 2023, je pense qu'on a eu 5 interlocuteurs différents et c'est tout le problème de ce dossier, c'est qu'en fait, il y a très peu de traces écrites à part les nôtres. On a eu que 2-3 échanges de mails qui valident des devis, etc. Et on a surtout une directrice d'urbanisme qui est complètement zinzin. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est toujours pas fini ? C'est que à chaque fois qu'elle demande de modifier quelque chose, elle revient souvent sur ce qu'elle a dit avant, ou elle va dévalider des trucs qui étaient déjà validés, enfin ainsi de suite. Donc en fait, ça fait 2 ans et demi qu'on est sur ce truc-là. Ça commence à être un peu long. Et là, récemment, on a changé d'ABF. Donc il a l'air un peu mieux que la précédente, mais bon, enfin, je sais pas trop si vous voyez un peu, c'est les cow-boys fonctionnaires, il arrive comme ça, et là, ça c'est pas comme ça, machin, truc. Donc bon, sachant qu'on vous en reparlera, mais ce local, finalement, peut-être qu'on va le basculer à cette même mairie. Donc en fait, on aimerait bien que ça se termine, ce truc-là. Et 2 sujets qui restent à régler. Donc il y a la façade, reprendre un petit peu l'enduit, etc. Donc ça, on attend la validation de l'ABF. Et il y a cette largeur de porte sur lequel on n'est pas d'accord avec la dame de l'urbanisme. Et en fait, c'est là où on est un peu, pas dépité, mais quasiment, c'est qu'en fait, elle est giga incompétente. Et là, on a l'impression qu'on est plutôt sur un problème d'ego. En fait, où elle veut pas admettre qu'elle a tort, et du coup, elle a des contre-arguments à chaque fois qui sont moyens. Et en fait, on est un peu tiraillé entre continuer de lui dire qu'elle a tort et elle essayer de nous retrouver autre chose, un texte de merde qui revalide je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, l'argument change toujours. Et en fait, laisser tomber, juste demander à l'usine le menuisier qui a posé la porte, qui s'est pas trompé, hein, c'était bien les plans qui avaient été validés à la base, de faire jouer sa RC Pro et qu'on change cette ouverture de porte. Je crois qu'on parle de 4 centimètres, un truc comme ça. Oui, exactement. En fait, pour la petite histoire, depuis le début, ils nous prennent la tête parce qu'ils sont partis du principe qu'il fallait que la porte fasse en ouverture. Donc, en gros, la largeur que vous avez entre les 2 montants quand la porte est ouverte, qu'elle fasse au moins 90. Je crois qu'on a 87 cm, un truc comme ça. Et en fait, depuis le début, elle nous disait qu'on n'était pas aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Donc, dans le cadre que c'est un local commercial, donc un ERP, donc un établissement recevant du public de catégorie 5, donc celle avec le moins de normes possible, établissement pouvant recevoir moins de 20 personnes. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que depuis le début, elle insiste. J'ai failli... au début, moi, je lui dis juste que ça faisait 90 parce que, en fait, je pensais qu'elle allait pas me gonfler pour 3 cm. Et en fait, si, elle me gonfle pour 3 cm. Donc, j'ai été regarder la réglementation sur les PMR et en fait, on est bon parce qu'en fait, dans notre cas de figure, il nous faut 77 et pas 90. Donc, on est bon. Du coup, elle m'a dit, ah oui, ça c'est vrai, vous avez là, raison. c'est les dernières actus que vous avez de la semaine. Parce que ça, je pense que cette porte-là, on vous en a déjà parlé plus qu'il n'en faut dans ce podcast. Mais là, c'est les dernières news de cette semaine. Je l'ai au téléphone, je crois, mardi. Elle me dit, oui, en fait, votre porte, du coup, d'un point de vue des personnes à mobilité réduite, vous êtes bon, mais en fait, il y a un règlement de 1980 sur la sécurité incendie. Donc, pour la sécurité incendie, vous n'êtes pas bon, parce que du coup, pour la sécurité incendie, les dégagements doivent faire 90 cm.
Donc déjà, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me prend la tête? Je suis là, bah écoutez, envoyez-moi votre réglementation, je regarderai. Du coup, elle m'envoie la réglementation par mail. Et j'étais sûr que j'allais la coincer. J'en étais sûr. C'est pour ça que je me suis même pas énervé sur le coup. Je me suis dit, elle va perdre. Elle peut pas gagner. Genre, en fait, si tu veux, là, il lui reste un pion et un fou. Et moi, si tu veux, j'ai encore ma dame, tu vois. Donc, elle peut pas gagner là sur l'échiquier. Et du coup, en gros, elle me renvoie son règlement. Je regarde et qu'est-ce que je ne trouve pas? Une toute petite ligne en bas de l'article qui prévoit que dans les cas des rénovations, la largeur du dégagement de 90 centimètres peut être amenée à 80. Donc on est à 87. On est bon. Ce à quoi, du coup, je lui réponds avec un beau mail, avec un screen de la petite ligne en bas. Bah, du coup, on est bon. Enfin bon, je Avec l'effort, hein. avec l'effort, mais voilà, grosso modo, c'est ce que mon mail très sympathique voulait dire. Et elle me répond, oui, en effet, vous êtes bon, mais alors dans le cas présent, puisque vous étiez engagé dans votre déclaration préalable de travaux d'avoir une porte de au moins 90 centimètres, vous devez redéposer une nouvelle DP pour être conforme. En fait, on peut pas avoir raison. Enfin, En on fait, a raison. on a raison, mais en gros, elle nous fera chier jusqu'au bout. Et en fait, soit on n'a pas 40 solutions, soit on engage un avocat, soit on prend rendez-vous avec le maire, soit on finit par reposer une porte. Et en fait, le truc, c'est que notre menuisier nous a proposé de la faire passer sur sa RC Pro parce que même lui, il en peut plus. Et je pense que c'est ce qu'on va faire parce que, en fait, il y a un moment donné, ça fait 2 ans qu'on se bat. On a raison. Et juste, là, on vient d'apporter la preuve que faut le dire, hein, c'est juste des enculés. C'est tout ce qu'il faut dire parce que là, en gros, ils font travailler un menuisier qui nous a posé une porte qui doit coûter nous sur la facture, elle coûtait 2300 hors taxe, un truc comme ça, la porte. On va la mettre à la poubelle alors qu'elle est neuve, donc en plus c'est les mêmes gens qui te cassent les couilles avec les normes environnementales. On aurait pu lui sortir l'argument de l'écologique en vrai. Exactement, parce que là, en gros, la porte, elle est vraiment nickel. C'est une porte, dans 40 ans, elle est encore là, si vous voulez. Enfin, je veux dire, c'est de l'aluminium, c'est du double vitrage, c'est du verre sécurite. Donc, en plus, même si vous essayez de le péter, ça pète pas. Enfin, bref, le truc est nickel de chez nickel. On va le mettre à la poubelle pour remettre exactement la même avec la porte décalée de 5 centimètres à gauche. En fait, là, moi, par contre, j'ai pas tout à fait compris cet argument. C'est qu'en fait, la DP, elle l'a validé en l'état et l'usine a suivi en fait ce qui est écrit sur la DP. Et en fait, on sait pas trop d'où vient l'erreur. En fait, l'erreur vient des deux, vient de l'architecte qui n'a pas vu qu'il y avait un problème de dimension et la mairie qui l'a validé. Et en fait, bon, bref, vu qu'on a eu 15 interlocuteurs différents, ça fait qu'en fait, on se retrouve avec une porte qui n'est visiblement pas aux bonnes dimensions. Mais tu sais d'où vient l'erreur? C'est de leur incompétence commune, c'est-à-dire que sur le plan, la porte fait 1 mètre du montant. Enfin, en gros, si vous voulez, le bloc de porte fait 1 mètre. Dans les faits, le bloc de porte fait 1 mètre. Mais naturellement, quand ton bloc de porte fait 1 mètre, ton ouverture fait moins. Parce qu'il faut bien qu'elle tienne ta porte. Elle l'évite pas par la puissance du Saint-Esprit, tu vois. Donc naturellement, quand tu perds tes, 3-4 centimètres de chaque côté avec le montant, plus l'épaisseur même de la porte, qui du coup est en aluminium et en verre sécurite, naturellement, vous vous retrouvez d'une porte de 1 mètre de large qui n'a que 87 d'ouverture, ce qui est déjà pas mal en soi. Tu perds 13 centimètres dans l'histoire. Du coup, tout est bien cohérent. Donc là, le pire, c'est que pour avoir une porte avec 90 d'ouverture, on va se retrouver avec une porte qui fera plus 1 mètre comme c'était prévu sur le plan validé par la mairie, mais une porte qui fera probablement 1,10 m. Et tout ça parce que elle veut pas reconnaître qu'elle s'est trompée. Et en vrai, on se trompe tous, tu vois. Et surtout qu'elle veut pas reconnaître qu'elle s'est trompée et qu'elle nous casse la tête avec ça depuis 2 ans. Alors, heureusement, il n'y a pas que la porte. Parce que franchement, si avec la porte, je pense que je l'aurais fait manger la porte déjà depuis un petit moment. Il y a également la façade où là, on attend le retour de l'ABF pour remettre putain, j'ai perdu l'enduit, pardon. Comme elle le veut, parce que leur enduit leur va pas, parce qu'en fait, on vous avait pas dit, mais en fait, nous, notre local commercial, il y au rez-de-chaussée de Versailles, visiblement, tellement que c'est important pour le patrimoine local qu'il soit vraiment genre nickel. En fait, si vous voulez, vous puissiez, je sais pas moi, vous puissiez prendre vos photos de vacances devant. Enfin, en tout cas, je pense qu'on mettra un point sur Google Maps pour que vous puissiez aller prendre en photo notre façade parce que visiblement elle aurait été validée par tous les architectes de France et de Navarre. Et ouais, voilà, on essaie d'en rire parce qu'en vrai ça commence à être long et puis c'est toujours pareil en fait, comme on vous explique depuis le début. Tu sais, en fait on est dans la même situation que les gens qui ont construit une piscine sans autorisation, sauf qu'en fait on n'a pas construit une piscine sans autorisation, on a mis une DP pour une porte qui est conforme au plan qu'ils ont validé. Juste ils nous inventent des normes qui en plus ne sont même pas ce qui est prévu dans la loi. Et encore une fois, en fait soit on engage un avocat et en fait on en a pour 2 ans de procédure et 5000 balles de frais, soit on fait remplacer la porte et on passe à autre chose. En fait, retenez que des fois dans ce pays, on donne du pouvoir à des fonctionnaires qui vont venir vous casser la tête sans raison jusqu'à la fin des fins. C'est ça que je trouve un petit peu à pleurer dans cette histoire, c'est que en fait nous, notre budget à la base pour changer ces menuiseries, c'était 10 000 €. On est, je crois, à 24 000 € pour tous les changements qu'il y a eu en 2 ans et demi.
et elle en a rien à péter. Quand Ouais. je dis qu'elle en a rien à péter, c'est qu'elle s'en fout. Ouais. Elle s'en fout de Et refaire puis vous modifier savez, les elle est choses. désagréable et genre Quand j'ai elle vient avec rarement son vu. petit mètre là pour Ouais. vérifier, ah non, c'est pas conforme, hein. Ta Waouh, gueule. ouais, je vous jure, Il faut avoir, vraiment, c'est. Elle a la chance que je fais 20 heures de sport par semaine pour me détendre, hein, parce que sinon, il y en a, il aurait déjà fumé, je pense. Je te jure, des fois, je sais pas pourquoi Dieu met des gens comme ça sur notre chemin. Je pense que c'est pour nous tester, en fait. Être sûr que, tu vois, on a un self-control ultra élevé ou je sais pas, mais c'est vrai que, sachez-le, ça existe, en fait. Et on a pour projet de réinvestir dans cette ville-là. Est-ce que ça vaut le coup de se la mettre complètement à dos? Je sais pas, en fait. Je pense qu'on pourrait forcer le truc auprès de l'élu avec qui on a un très bon contact, de dire qu'en fait, elle est complètement conne et que ça commence à bien faire. Mais d'un autre côté, elle est là depuis je sais pas combien d'années, elle est copine avec les ABF, les machins. En fait, je pense qu'ils peuvent beaucoup Elle plus... fait partie de la fonction publique territoriale, ces gens qui sont amovibles et qui ont tous les droits, même ceux qui visiblement ne sont pas prévus par la loi. C'est ça, donc bon, au moins on aura une belle façade, mais c'est vrai que c'est un peu désolant et en fait, je me dis, bon, bah, peut-être c'est une exception, mais en fait, on s'est déjà frotté à plusieurs mairies. Non, c'est pas une exception, quoi. Je pense que des gens comme ça, il y en a partout et bon, faut le savoir, quoi. Donc voilà, vous avez les dernières actualités de Et bien de cette évidemment, façade. l'ABF n'est toujours pas disponible pour regarder notre dossier. Il faut savoir que la réunion pour savoir ce qu'il fallait modifier pour avoir enfin l'attestation de conformité, c'était début septembre. Ouais, il y a 2 mois. Voilà. Elle répond pas au téléphone, il répond pas au téléphone, elle répond pas à ses mails, il répond pas à ses mails. Donc voilà, on paye. Mais nous, notre taxe foncière, elle est payée. Hein, bon, c'est assez cocasse. Deuxième actu de la semaine. La semaine n'a pas super bien démarré, je vous avoue, ça m'a un peu stressée cette histoire. J'ai rentré des locataires. On a eu un changement de locataire sur le seul bien meublé qu'on a. Et en soi, bon, franchement, balle de match, tout s'était super bien passé, le profil nickel, etc. Et en fait, ils font que me dire, ils me disent, je sais plus, je les rentre jeudi soir, ils me disent samedi, c'est bizarre, on n'a pas d'eau chaude. Alors je me dis, oui, c'est bizarre, parce que en soi, moi, j'avais de l'eau tiède, mais moi, j'avais demandé un petit contrat d'électricité pour pouvoir passer l'aspirateur et faire le ménage. Donc en soi, j'avais pas beaucoup de puissance dans le compteur. Je m'étais dit à ce moment-là, bah, ça doit être pour ça qu'il n'y a pas d'eau chaude dans l'appartement, parce qu'après l'électricité fonctionne correctement. Donc je m'étais dit bon, bizarre. Je dis quand même vérifier auprès de votre fournisseur d'énergie qu'il n'y ait pas de soucis techniques, etc. De puissance, enfin je ne sais pas, des réglages à faire ou que sais-je. Et en fait, le week-end se passe et lundi forcément, il s'acharne un petit peu et il dit franchement non, il y a toujours pas d'eau chaude. Le mec de Total Energy me dit que c'est technique et que c'est à vous de le régler, etc. Bon, les gens sont toujours un peu vite vindicatifs. Donc je demande au plombier. Le problème, c'est que son chauffe-eau, il est dans la remise qui est louée à un restaurateur qui a mis tous ses babioles de restaurant dans la remise. Donc en fait, le chauffe-eau est inaccessible et le monsieur n'est surtout pas disponible pour ouvrir la remise en urgence. Genre, le monsieur, il a dit ouais, franchement, ça sera plutôt le week-end prochain parce que là, j'ai pas eu le temps de débarrasser quoi que ce soit. Je dis en fait, le locataire, il a pas d'eau chaude, donc il peut pas rester avec pas d'eau chaude. Et en fait, j'aime pas parce que ça fait des rapports un peu compliqués dès le départ avec une location. Mais forcément, ils sont partis un peu dans les tours en mode on veut rendre l'appartement, truc. Je dis attendez. Les soucis dans la vie, il y ça avait arrive. de l'eau chaude pour le précédent, je vois pas pourquoi Ouais, il y a voilà, pas en d'eau fait, chaude. je comprenais pas pourquoi ils avaient pas et tout. Donc bon, finalement, mardi, j'arrive à avoir l'autorisation du mec de la remise pour ouvrir et accéder à l'eau chaude. Donc j'y vais avec notre plombier. Merci Xab, encore de nous suivre dans ce genre de choses. Et on ouvre une caverne d'Alibaba, des caisses jusqu'au plafond, etc. Bon, Après, c'est une remise, le mec il loue pour stocker, donc bon, je suis voilà. pas trop étonné. Oui, mais il devait quand même laisser un accès au chauffe-eau, parce que même pour ses affaires, en vrai, si un truc qui pète ou quoi, on avait là, on a poussé 2-3 caisses histoire d'accéder au chauffe-eau. Et là, Xav, il me dit, il y a du courant dans le chauffe-eau, je comprends pas. Et du coup, on va dans le truc du locataire, et en fait, c'est un problème de conducteur, je crois, c'est ça, heure pleine, heure creuse. Et en fait, il y avait juste un petit loquet sur le Linky qui était pas activé. Et c'était ça qui faisait que l'eau ne se mettait jamais en route. Enfin, le chauffe-eau ne se mettait pas en route.
Et ça, c'est la deuxième fois, je crois, qu'on a le problème et ça m'avait pas du tout traversé Ouais, l'esprit. je sais pas qui a eu l'idée de créer des heures pleines, heures creuses, mais il faut savoir que nous, en tant que propriétaires, c'est souvent un problème avec le chauffe-eau parce que du coup, ouais, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, en fait, vous pouvez avoir sur votre abonnement un système d'heures pleines, heures creuses. Donc, en gros, vous payez en théorie l'électricité un peu plus cher le jour, un peu moins cher la nuit quand il y a moins de gens qui consomment. Et c'est fait en sorte que normalement, votre chauffe-eau est censé plus tirer la nuit que le jour pour que vous ayez de l'eau chaude en gros en journée et normalement faire un petit peu d'économie. Enfin, en soi, vous consommez la même quantité d'énergie, mais vous consommez à des moments différents de la journée. Donc, c'est censé soulager le réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes censé mettre c'est pas un conducteur, c'est un contacteur. Contacteur, pardon, je me suis Heure pleine, heure creuse, et qui est censé s'occuper de ça. Et le problème, c'est que quand vous l'avez, il faut que vous ayez l'abonnement qui correspond. Donc, si C'est par ça. exemple le mec avait un abonnement heure pleine, heure creuse, et qu'après vous avez un mec qui a un abonnement normal, en soi, il y a une bidouille à faire sur le tableau qui peut expliquer que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et en fait, c'est la deuxième fois que le coup nous arrive. Le problème, c'est que quand le plombier nous arrive et nous demande si un contacteur heure pleine, heure creuse, bah, je vous avoue, c'est un appart, on est propriétaire depuis 5 ans, des tableaux électriques, je sais pas combien on en a de tous nos biens réunis, mais autant quand je l'ai devant les yeux, je peux voir s'il y en a un ou pas, autant à me souvenir s'il y avait un contacteur dessus, à moins que j'ai eu le cas, bah là on s'en souviendra, tu vois. Mais à moins que j'ai eu le cas, je m'en souviens pas, donc bon, c'est chiant. Ouais, j'avoue. Parce que ça, c'est le genre de problème où, entre guillemets, bah, le locataire, il est en train de nous jeter à la gueule qu'on lui fournit un appart insalubre parce qu'il n'y a pas d'eau chaude, alors qu'en fait, bah, visiblement, c'est lui qui a pas pris le bon abonnement, ou en tout cas... Non, c'était juste que le réglage était pas bien Et fait. t'as pas fait, tu vois, mais bon, bref. Et bon, en fait, je me disais là, mais putain, mais le fournisseur d'énergie, il pouvait pas le dire. Oui, parce qu'en fait, Mais- ça, faut savoir que le fournisseur Il d'énergie est peut le censé voir, lui parce dire que quand même, je sais ouais. pas si vous vous souvenez, mais à l'époque où justement les fournisseurs d'énergie voulaient désactiver vos chauffe-eau à distance, je sais plus, c'était l'hiver dernier ou l'hiver d'avant, tu sais, où il y avait eu, avec la crise de l'énergie, il y avait tellement de consommation sur le réseau que le gouvernement avait demandé aux fournisseurs d'énergie de couper les chauffe-eau la journée. Tu te souviens pas qu'il y a eu cette histoire-là? Donc en fait, ils sont capables de le voir sur leurs outils. Donc en fait, ils auraient pu le dire. Et du coup, bah, on est passé pour des propriétaires qui fournissent un logement avec un chauffe-eau qui ne fonctionne pas, alors qu'en fait, le précédent avait de l'eau chaude et que juste le truc était pas bien réglé, quoi. Bref. Du coup, plus de peur que de mal. Oui, donc au final, ça s'est réglé en même pas 1 heure. Le chauffe-eau s'est mis en route. Et bon, les locataires, voilà, se sont un peu calmés. Exam, il a même dit, vas-y, je te montre bien le thermostat, comme ça, l'eau est chaude. Et je savais pas qu'un ballon, ça mettait autant de temps à chauffer. Ça met 3-4 heures pour Bah, avoir c'est de l'eau normal, chaude. t'as 100 litres dedans, donc... Ouais, bah voilà, faut le savoir. Voilà, donc quand il y a pas de raison que le chauffe-eau pète, voilà, sachez-le. Bah, moi, au début, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, bon, mais tant pis, en fait, le thermostat Ouais, du le ballon thermostat est est mort, mort, ouais. tu vois. Parce qu'en fait, ça faisait pas sauter les plombs. Donc vraiment, c'était bizarre que ça fonctionne pas. Et le mec d'avant, il s'était jamais plaint. Donc, bon, après, là, ça faisait quelques mois qu'il habitait plus là, mais je voyais pas pourquoi ça marchait pas, quoi. Sachant qu'ils sont plutôt récents, j'ai l'impression, quand même, les chauffe-eau. Donc, voilà. Sachez-le si un jour, c'est un truc à vérifier. Prochaine anecdote, je parlais du vote du budget. Ouais, parce qu'il n'y a pas une journée où on m'en parle pas. Bon, là, vous le savez, depuis milieu du mois d'octobre, normalement, c'est le moment où dans nos chères institutions républicaines, l'Assemblée nationale, grassement payée par nos impôts, est censée débattre justement du vote des 10 impôts de l'année suivante. Et bien évidemment, comme l'an dernier, avec toutes des organisations politiques, avec le fait qu'il n'y a pas de majorité, le gouvernement qui change tous les 2 mois, naturellement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le budget. Globalement, ce qui se passe, on va pas rentrer dans une analyse fine d'un point de vue politique, mais juste regarder pour nous, en termes d'investisseurs immobiliers, ce que ça amène comme conséquence. Mais tous les jours, ils nous pondent un nouvel impôt. Alors c'est génial, on est déjà le pays le plus fiscalisé du monde. Tous les économistes sont d'accord pour dire qu'en fait, si la France ça marche pas, c'est parce qu'en fait la pression fiscale est trop grosse et que du coup, la courbe de la fée elle est complètement explosée, ce qui fait qu'en fait, chaque année, il y a de moins en moins d'impôts qui sont collectés. Et ça vraiment, en fait, ils en parlent, bien évidemment, ils en parlent pas parce que ça serait un désaveu complet de leur inefficacité. Mais globalement, vous avez pas mal d'impôts, donc notamment l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, c'est un peu moins le cas, mais surtout impôt sur les sociétés. J'ai vu, ils voulaient taxer les holdings aussi, faire changer un peu le régime Murphy. Attends, je vais y venir. Mais par exemple, vous avez en gros les impôts principaux qui vont concerner les acteurs économiques qui ont la possibilité de déménager à l'étranger. En fait, vous voyez que ces impôts-là sont en baisse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme la pression fiscale ne fait qu'augmenter et qu'en fait, la France, d'un point de vue économique, elle a pas beaucoup d'attraits. Un de ces vrais attraits qu'on avait jusqu'à très récemment, c'était une énergie pas chère. Là, depuis qu'ils nous ont fait toutes leurs histoires avec le pétrole russe, la fin du parc... Oui, l'augmentation de Après, les professionnels, ils avaient déjà une TVA plus augmentée sur les legs, donc ça change rien. Mais non, c'est surtout la fin du parc énergétique allemand sur le nucléaire. Bref,
l'énergie est beaucoup plus chère. Du coup, on se retrouve en France avec de l'énergie plus chère qu'avec des pays comme le Canada, comme les États-Unis, comme pas mal de pays asiatiques qui des fois sont même moins en avance que nous sur les aspects énergétiques. Et du coup, très sincèrement, vous êtes n'importe quelle entreprise internationale, vous avez la possibilité aujourd'hui de mettre vos salariés dans plein d'endroits différents. Est-ce que vous les mettez en France, quoi? Et le souci, c'est que du coup, ces impôts-là étant en baisse chaque année, on va dire le gâteau est de plus en plus petit. Donc l'an dernier, vous avez 180 grammes de farine, cette année, il y en a plus que 170, si vous voulez. Donc forcément, à la fin, ça devient compliqué. Du coup, la solution, plutôt que d'essayer de rendre tout ce truc un peu plus sympa et de se dire on va peut-être arrêter maintenant, on va peut-être plutôt diminuer les dépenses au lieu d'essayer sans cesse d'augmenter les recettes et d'en avoir de moins en moins, en fait, ils essaient de nous pondre des nouveaux impôts tous les jours. Du coup, il y a eu une réforme de l'IFI avec un super impôt IFI qui devrait maintenant concerner le fonds en euros, l'immobilier non loué. Alors j'adore, c'est que tu te retrouves avec des impôts genre grosso modo, si tu loues ton bien, tu payes des impôts sur tes loyers, si tu loues pas ton bien, tu payes quand même des impôts parce que même si tu gagnes rien, il faut quand même payer, tu vois. Donc Pas déconner non ouais, plus. faut pas déconner, sachant que ça c'est hors taxes sur les Logements vacants. les logements vacants, merci. Bref, vous voyez, ça part dans tous les sens. Il prévoit également aussi, ça je l'ai vu, une réforme de la flat tax. Ouais. Donc, il pourrait passer de 30% à 31,4% avec une hausse de 1,4 points de la partie CSG. Parce que là, bien évidemment, ils ont pas encore terminé le vote du budget, mais ils attaquent déjà les débats sur le vote encore plus important que celui du budget, c'est celui sur le plan de financement de la sécurité sociale. Ouais. Et en fait, ils vont nous pondre un nouvel impôt par jour. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous couper un peu de tout ça. Moi, je regarde ça parce que forcément, ça nous concerne et que les gens nous en parlent. Mais vous, faut bien voir que dans votre vie, ça va pas vous impacter beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, la presse, elle a tendance à totalement exagérer dès qu'il se passe un truc autour du budget. C'est-à-dire, tous les jours, je vois le nouvel impôt a été voté. Quand vous regardez dans le détail, en fait, c'est juste qu'ils ont voté le fait d'en discuter ou de le laisser dans le projet final sans forcément que le projet final soit déjà voté. Donc, en réalité, là, il y a certains impôts, typiquement la hausse de la flat tax ou la création de leur super IFI. En fait, pour l'instant, rien n'est acté, donc ne vous inquiétez pas. Et deuxième point, c'est que la réalité, c'est que c'est des impôts qui ont peu de chances de vous concerner ou alors vous concerneront à la marge en tant qu'investisseur immobilier, en tant que particulier. Là, ils essayent de s'en prendre à la classe moyenne très supérieure. Donc bon, vous serez un petit peu concerné si vous êtes radiologue, si vous êtes médecin, si vous êtes chef d'entreprise et que vous n'avez pas encore des holdings à l'étranger. Enfin voilà, ils essayent de s'en prendre, je pense, au dernier endroit où il reste un tout petit peu d'argent dans ce pays. Mais la réalité, c'est que ces gens là qui peut-être ne réfléchissaient pas à l'expatriation ou à des vraies solutions de logique fiscale jusqu'à maintenant vont peut-être un petit peu changer d'avis. Et la réalité, c'est que dans tous les cas, avancez dans votre vie, avancez dans vos projets, ça va bien s'arrêter à un moment donné quand les impôts ils auront atteint 70%, ils pourront plus rien faire, tu vois. Ce qui va se passer, c'est que grosso modo les gens vont de plus en plus repayer en espèces. Alors bon, il y a toujours des professions qui pourront pas être payées en espèces, qui pourront pas utiliser ça, mais naturellement la courbe de la fée elle est bien foutue, c'est-à-dire que même s'ils augmentent les impôts, à la fin des fins vous en paierez un petit peu moins. Les impôts qui vont par contre continuer à augmenter, c'est les taxes foncières, c'est la TVA, ça vous pouvez pas y échapper sur les produits que vous consommez, en tout cas pour ce que vous payez en déclaré. Donc voilà, vous coupez-vous un peu de tout ce bruit-là. Je sais que ça fait pas plaisir, je sais que c'est énervant, hein. D'ailleurs, je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast font justement partie de la France qui bosse et qui en a marre qu'en fait on lui dise en fait tu bosses mais on va t'en prendre toujours plus, alors que derrière vous avez un État qui paye des fonctionnaires dans des services urbanisme pour venir nous reprocher que les portes font 3 cm de moins qu'une norme qui n'existe pas. Donc voilà, je sais que c'est rageant, mais coupez-vous vraiment de tout ça parce qu'en réalité tous les impôts dont ils discutent sont pas votés et que à la fin des fins, de toute façon ça changera pas vos plans, ça changera pas vos projets d'investissement. Et alors même que moi je le vois et je pense que c'est une des grosses problématiques aujourd'hui sur la crise du logement en France et sur le manque d'investisseurs immobiliers, sur le fait que les gens n'ont plus confiance dans la politique fiscale et réglementaire française. En réalité, continuez à faire des OP, avancez et en fait franchement, plus vous accumulez de patrimoine, plus vous accumulez de revenus, plus c'est problématique de tel impôt qui augmente de 1%, de ça qui augmente, vous en ficherez un peu parce que la réalité c'est que vous aurez atteint un niveau de revenus et de patrimoine où vous pourrez sérieusement réfléchir de quitter cet enfer et arrêter de cotiser pour la République française avant que leurs nouveaux impôts fiscaux vous concernent dans tous les cas. Donc, je pense que t'as raison. En fait, faut pas essayer de se projeter trop dans qu'est-ce qui va se passer si ça, est-ce que je le fais quand même. En fait, faites, parce que de toute manière, vu comme c'est parti, il risque pas de s'arrêter.
en fait, autant cumuler du revenu, de la valeur et faites quelque chose pour au moins le jour où si vraiment ça pète, bah vous avez de quoi. Tu vois, un bel exemple, c'est que un des impôts, je pense, les plus, un des impôts les plus débiles qu'on ait, c'est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Je pensais que Ça, t'allais dire la CFE, mais ça aurait parce qu'ils pu. sont Après, tombés là les avis les CFE. impôts de production de manière générale, c'est des impôts qui sont inutiles, mais la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, c'est un impôt qui a été voté en 2013, donc ça date, hein, c'est déjà il y a plus de 10 ans, et normalement ça doit être un impôt qui concernait que l'année 2013 pour rétablir les comptes publics français. Et en gros, ça ne concerne que les célibataires qui ont un revenu fiscal de référence de plus de 250 000 euros ou les couples qui ont un revenu fiscal de 500 000, tu vois. Mmh. Donc, grosso modo, ça concerne Combien de pourcentage de la population? pas grand Très peu. monde. Et moi, très sincèrement, j'ai personne autour de moi qui est concerné par la CEDH, pas CEDH, pardon, CEHD, pardon, conditions exceptionnelles sur les hauts revenus, CEHR, pardon, oula, fatigué. Du coup, j'ai très peu de gens autour de nous qui sont concernés. J'en avais en tant que client quand j'étais banquier parce que bah voilà, il y avait quelques chefs d'entreprise ou quelques professions supérieures qui étaient concernés. Mais la réalité, c'est que même nous, bah, franchement, le jour où on a un avis fiscal de référence de plus de 250 000 euros, je serais curieux de le voir parce que la réalité, c'est qu'en fait, on gardera tout sur les sociétés et les holdings. Donc en fait, on l'aura jamais à la payer, cette contribution exceptionnelle sur les revenus. Je pense que c'est vrai qu'on n'a jamais trop parlé de notre stratégie perso, mais si vous voulez, un jour, ça sera un bon thème d'épisode de savoir comment est-ce que nous, on se rémunère en perso. Et en fait, juste pour vous la faire un peu rapide, mais en fait, nous, on compte prendre le moins possible en impôt sur le revenu, en fait. Bon, impôt société, malheureusement, on est obligé de payer, mais le but pour nous, c'est absolument pas d'engraisser la République. Donc, Oui. on prend le minimum du minimum en perso. Et ça, un jour, vous nous dites si ça vous intéresse ou pas de la réflexion qu'il y a derrière. Mais c'est vrai, du coup, je vois pas dans quel monde on pourrait être sujet à ça, quoi. Complètement. Donc voilà, sachez que vous serez très peu concerné par les nouveaux impôts, même si en fait c'est toujours frustrant d'être dans un pays où vous avez l'impression que tout augmente. Pareil, ils veulent fiscaliser via leur nouvelle super impôt sur les FIS et les fonds euros en assurance vie. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est suffisamment cocasse pour être souligné. C'est qu'en fait, ils veulent fiscaliser ceux qui achètent de la dette française, parce qu'en soi, le fonds en euros, c'est 70 à 80% d'obligations françaises. Donc en fait, c'est l'assurance vie qui en grande partie finance le déficit français et ils veulent le retaxer dans le cadre d'une nouvelle vie. Ça, c'est très drôle. Mais bon, pour moi, c'est qu'une raison de plus de surtout pas faire d'insurance vie, comme on vous le dit toujours. Et en fait, moi, je vois très bien qu'ils visent. J'avais pas mal de clients quand j'étais banquier d'affaires qui avaient des contrats de capitalisation d'assurance vie qui étaient supérieurs à 1, voire 2, voire 3, voire 5 millions d'euros, voire parfois même beaucoup plus. J'ai déjà vu des clients qui avaient des 50 millions d'euros sur des assurances vie. Bon, bah voilà, c'est ces gens-là qui vont payer, quoi. Après, bon, ces gens-là, ils sont soit trop vieux, et en fait, je pense qu'ils arrivent à un moment de leur vie où, bon, quand vous gagnez, en fait, quand vous avez déjà fait votre beurre et que, dans tous les cas, vous êtes dans une logique d'amasser, bon, bah, vous payez 1 ou 2% de plus, qu'est-ce que ça va changer? Soit vous êtes encore dans une phase de votre vie où vous n'êtes pas marié à la France, et en fait, vous partez, tout simplement. Ouais, j'avoue. Voilà pour le point du budget. Juste, je refais une petite explication sur, sur la poubelle. Tu as vexé des gens, vas-y, fais tomber à culpa. Pour ceux qui nous suivent sur la flooserie, je vous ai raconté un peu une carabistouille qui nous est arrivée, je sais plus l'autre soir, je crois, où j'ai reçu un petit mot sur mon pare-brise, et j'ai fait une réponse un peu salée à la voisine. Il y en a qui ont cru que j'étais grossophobe. En gros, on m'a reproché d'avoir bougé la poubelle de la voisine pour me garer sur une place de parking qui n'est pas aux voisins, hein. C'est une place de parking qui est libre, tout le monde peut se stationner dessus. Juste les voisins avaient mis du coup leur poubelle gigantesque dessus pour que le camion poubelle puisse les ramasser. Moi, j'ai décalé la poubelle pour pouvoir me garer. Enfin, Julien a décalé la poubelle pour qu'on puisse se garer et rentrer chez nous. Et le lendemain, je suis allée chercher ma voiture. J'ai croisé cette même voisine qui m'a rien dit. Et j'ai pas vu le mot dessus, donc j'ai pris ma voiture, je suis repartie, etc. Et c'est en arrivant, je me suis dit, c'est quoi ce que j'ai sur le pare-brise? Et en gros, le mot était un peu invectivant, en mode, de quel droit vous touchez à ma poubelle, je sais pas quoi, vous vous garez devant chez moi. En fait, c'est une place de tout le monde, quoi. Enfin, moi ou d'autres personnes, tout le monde se gare sur cette place-là. Et c'est vrai que sur le coup, ça m'a tellement gonflé parce que, je sais pas, quoi, même chez soi, on se fait T'étais emmerder. énervé, faut le dire, t'étais énervé.
J'ai fait une réponse un peu salée, mais c'est vraiment sur le coup où, en fait, je me suis dit là, mais les gens sont dingues, en fait. Alors, c'est rigolo parce que du coup, il y a plein de personnes aussi qui ont plein d'anecdotes un peu similaires. Mais quand je dis vos poubelles de boomers obèses, c'est pas dans le sens où la dame était obèse, c'est surtout qu'en fait, c'est les boomers qui veulent tout, quoi. Ils veulent même la place de parking pour leurs poubelles. Tu vois, genre, j'étais saoulée. J'étais saoulée. Bon, désolée pour cette crise de zéro patience, mais c'était drôle. Donc pour les gens qui se sont vexés sur Instagram, tu n'es pas grossophobe? Non, je suis pas grossophobe, juste C'était je pas. déplore les boomers qui veulent tout pour eux. Oui, voilà, Même la rue qui n'est pas à eux. Faut savoir, c'est une expression, je sais plus qui l'a déjà dit sur internet. Je pense que j'arriverai pas à vous retrouver la source du délire, mais c'est un truc qu'on a entre nous avec Marie. Un truc qui on dit souvent que c'est les boomers obèses, mais pas dans le sens qu'ils sont gros, mais dans le sens qu'en fait ils veulent tout. Oui, voilà. Faut imaginer un peu, c'est un, je sais plus qu'on appelle ça Une caricature. Oui, caricature, mais je crois que c'est un nom en philosophie. Tu sais quand en gros, si vous voulez, c'est pas que la personne est grosse en mode gras, mais c'est-à-dire qu'elle veut tout manger comme si elle avait un géant, une grande bouche et qu'elle avalait tout autour d'elle. Tu vois, c'est de cette manière-là. Tu vois, en plus, il faut qu'on retrouve, faut tout justifier sur Internet. Ouais. Non, c'est un truc de fou. Et sachant que, en plus, ça on le dit toujours parce que des fois je reçois des DM et presque, c'est pas que, comment dire, ça me fait souvent sourire, c'est qu'on dirait presque qu'on déteste tous les boomers. En fait, c'est faux. On déteste la majorité de cette génération parce qu'il faut le dire. En fait, il y en a. Ils se comportent pas bien. Oui, voilà, ils se comportent pas bien et. C'est statistique en fait. Il y a qu'avec eux qu'on a des soucis. Exactement. Mais la réalité, c'est que bien évidemment, il y a des boomers qu'on aime bien. Bien évidemment, il y en a qui sont intelligents. C'est dingue qu'on est encore obligé de réexpliquer ça, mais c'est évident que dans un même groupe social, vous trouvez toujours des exceptions. Mais de manière générale, faut quand même reconnaître que cette génération a un sacré problème. Et que franchement, on vous l'a déjà beaucoup dit dans ce podcast, mais l'état de la France et genre le vote du budget dont on parlait juste à côté, si on en est là, c'est majoritairement à cause d'eux. Et le plus grave dans tout ça, c'est qu'ils ne le reconnaissent pas. Tu vois, c'est ça le gros problème. C'est-à-dire qu'en soi, quand t'es responsable de quelque chose, déjà, la première des choses, c'est de le reconnaître. Tu vois, t'as fait une erreur. Tu vois, en fait, les boomers pourraient très sincèrement se comporter différemment, tu vois. Alors, je dis pas qu'ils devraient être là en mode baisser nos retraites, on comprend, tu vois, je comprends que quelqu'un n'a pas envie de se voir son niveau de vie diminuer, je comprends que eux aussi en soi ont cru un mensonge de l'État-providence et du système de retraite par répartition, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas une once de remise en question dans la majorité de cette population, et bien au contraire. D'ailleurs, je pense on sortira un petit reel sur Instagram d'un boomer qu'on interrogeait sur les prix de l'immobilier et de savoir un peu son avis. Et la réalité, c'est qu'en fait, c'est pas une caricature, hein, c'est le reflet complet et même nous quand on en parle, que ce soit dans nos familles ou dans il suffit de s'y frotter un peu pour comprendre qu'on voit les parents de nos amis ou même tous les boomers qu'on peut rencontrer au quotidien, les seuls pour le coup que je trouve différents, et ça faut le reconnaître, et c'est pour ça que je dis souvent aussi que alors les boomers, il y a une spécificité internationale et puis il y a une spécificité française particulière, c'est que j'ai déjà remarqué que c'est une génération qui a grandi dans les années 70-80. Alors ils ont un peu cette insouciance que malheureusement nous n'avons pas la chance d'avoir, et ça tu le retrouves avec n'importe quel boomer à l'échelle de la planète. Et d'ailleurs le délire boomer, il est né aux États-Unis, il est pas né qu'en France. Mais par contre les boomers français sont très particuliers, et c'est vrai que pour le coup ça peut nous arriver des fois de rencontrer des boomers étrangers. Ils ont quand même des visions différentes sur pas mal de sujets, ne serait-ce que parce que dans leur pays, tu vois, par exemple on a un bon exemple d'un Suisse, en Suisse ça fonctionne pas comme ça, et même s'ils ont certains traits caractéristiques de la génération, en fait en Suisse on n'a pas tout donné à la génération d'après-guerre en fait. Donc ils ont quand même une vision qui est un peu différente sur l'économie et sur ce que leur doit ou pas la jeunesse, quoi. C'est ça. Et juste pour remettre un peu de positivité sur les boomers, le lendemain matin, en fait, j'ai prêté ma voiture à ma sœur et en gros, elle a oublié d'éteindre les phares. Donc Manon, si t'écoutes ce podcast, éteins les phares la prochaine fois, sinon ça vide la batterie. Et merci. Ma batterie était morte. Du coup, quand j'ai voulu prendre ma voiture, la batterie était morte et du coup, Julien descend, il essaye on essaye de la redémarrer en la poussant, etc. Il y a un monsieur qui est du coup de la génération boomer qui passe à côté, qui dit vous galérez les jeunes, et il dit là à côté moi j'ai les câbles. Il a pris 10 minutes de son temps pour mettre sa voiture en face de la mienne, mettre les câbles, m'aider à redémarrer la voiture, et j'ai pu repartir en fait grâce à ce gentil monsieur qui a bien été aimable. Et ce que je retiens en plus de le remercier, il passera certainement pas par là, donc on l'a déjà remercié de vive voix, mais c'est vrai que ce qu'il a dit, et c'est peut-être ça qui m'a le plus c'est vrai que interpellé, c'est qu'il m'a dit, je lui ai dit écoutez, c'est très gentil à vous d'avoir pris du temps pour nous aider. Il m'a répondu mais il n'y a pas de souci, j'ai le temps. Et c'est vrai que ça, pour le coup, faut reconnaître que c'est rare. Je suis désolé, mais la plupart du temps, les boomers vous disent toujours qu'ils n'ont pas le temps et qu'en fait, faut
Bah, c'est eux d'abord. Hein. Eux d'abord, tu vois. Et là, pour le coup, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il a le temps. Et c'est vrai qu'entre guillemets, moi, j'ai pas de câble dans ma voiture, mais je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé une fois de m'arrêter pour aider quelqu'un à changer une roue, par exemple, un truc comme ça. Mais entre guillemets, j'ai pas trop le temps. Mais tu prends le temps quand faut aider quelqu'un et que tu vois que la personne est en galère, tu vas pas les laisser comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant qu'il reconnaisse qu'il a le temps de vous avoir donné un coup de main. Bref, il nous a aidé dans tous les cas. Et merci à lui. Ouais. Comme quoi, tu vas trop râler sur une génération et tout de suite, on t'a renvoyé un autre individu pour contrebalancer. Pour diluer un peu mon seum. Ouais. Exactement. Bon, on espère que Il y a donc bien des bons boomers. Voilà, c'est la conclusion de cette petite aparté. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide pour l'algorithme, à nous rejoindre sur La Flouserie et Quitte le Boomer Dream sur Insta. On vous partage un petit peu notre quotidien d'investisseur et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. À bientôt, ciao. Ciao.